Vers quoi doivent-ils se diriger? Est-ce qu'ils doivent investir en nom propre, c'est-à-dire en personne physique, en leur nom, au nom des enfants, leur épouse, ou bien le faire en personne morale? Alors, ce serait merveilleux s'il y avait une réponse unique à cette question. Mais il n'y en a pas. Ne serait-il pas aberrant qu'il crée une entreprise qui devra refermer après? Parce qu'après, le but n'est pas d'en faire un métier. Maintenant, j'avertis l'ensemble des gens qui veulent acquérir sous forme de société. Et c'est un avertissement que je donne. Aujourd'hui, quelqu'un qui édifie un immeuble avec plusieurs lots, plusieurs appartements, et où il y aura un flux, il y aura des locations pendant toute l'année, qui va générer des revenus, est-ce qu'il a intérêt à être soumis à l'IR ou à l'IS? En fait, les droits d'enregistrement maintenant sont exonérés pour ce type d'apport, mais il peut y avoir un volet fiscal sur la plus-value. C'est considéré comme une vente? Bonjour tout le monde et bienvenue dans les pros de l'IMO. Dans la continuité de l'épisode qu'on a réalisé avec Noddin Romeha, architecte à Casablanca, aujourd'hui nous allons prolonger la réflexion concernant l'investisseur qui voudrait se lancer dans l'immobilier, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'autrui. La dernière fois, on avait abordé la question des démarches administratives. Et donc aujourd'hui, il est temps de voir et d'aborder le volet juridique. C'est-à-dire, faut-il y aller en personne physique, en entreprise SARL ou en d'autres formes, et on va voir les avantages, les inconvénients et les limites de chacune de ces formes juridiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui désormais est chez lui, Jad Aboulachbal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation et d'être là pour apporter vos précieux éclairages. C'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca. Amin Mamessi, bonjour. Bonjour Rachid. Ça va? Très bien. Ouais. Prêt? Oui, toujours. Bon, on y va. Aujourd'hui, nous sommes souvent sollicités par les gens qui nous suivent, notamment des Marocains résidant à l'étranger qui possèdent des lots de terrain. À ce moment-là, c'est des lots, des terrains, à usage pour construire des immeubles, R+2, R+3, R+4, et qui souhaitent valoriser ces biens. Ça ne fait pas d'eux des promoteurs immobiliers au sens que l'on connaît, mais ils vont le faire peut-être une fois ou deux fois dans leur vie. Mais ils souhaiteraient en faire une opération soit commerciale, c'est-à-dire construire et revendre, et gagner et faire une marge, soit construire pour leur propre usage et par exemple pour en faire un investissement locatif. Alors la question qui se pose, c'est d'abord sur le plan juridique, parce que c'est la continuité de cette émission de la première, vers quoi doivent-ils se diriger? Est-ce qu'ils doivent investir en nom propre, c'est-à-dire en personne physique, en leur nom, au nom des enfants, leur épouse, ou bien le faire en personne morale? Quel est le meilleur aujourd'hui sur le plan juridique et fiscal? Quel est le meilleur choix possible? Alors, ce serait merveilleux s'il y avait une réponse unique à cette question. Mais il n'y en a pas. Il faut obligatoirement tenir compte d'une multitude de paramètres pour faire le meilleur choix. Donc, en fonction de ces paramètres, on peut aiguiller quelqu'un vers tel ou tel choix. Tout d'abord, précisons que ceux qui ont édifié des constructions, pour voir quel est leur droit de propriété, il résulte du titre foncier. Alors, imaginons que j'ai édifié un bâtiment de plusieurs étages. Si le titre foncier n'a pas été mis à jour, je suis quand même, par principe, propriétaire des constructions. Mais pour faire des aménagements, il faut mettre à jour le titre foncier et constater les constructions. Première chose. Après, j'ai le choix. Est-ce que je demeure dans l'indivision familiale? Je peux donner des quotes-parts à mes enfants. Et dans ces cas-là, on est en indivision. Je peux démembrer le droit de propriété, c'est-à-dire je conserve l'usage et la jouissance, et mes enfants auront la nue propriété, ce qui fait que, au terme de ma vie, si le terme de l'usufruit est mon existence, ou au terme d'une durée déterminée, parce que l'usufruit peut avoir une durée conventionnelle, dans ces cas-là, ils deviennent pleinement propriétaires. Ça, c'est une chose. Ça, c'est en personne physique. En personne physique. D'accord. Et ils peuvent aussi procéder à l'éclatement du titre. C'est-à-dire que s'il est possible de doter
le titre foncier mère, de titre foncier parcellaire, parce qu'on veut donner naissance à une copropriété, cela est aménageable. J'ai édifié un bâtiment de 3 étages, je vais faire que chaque appartement appartienne à l'autre copropriété, et dans ces cas-là, cet éclatement est nécessaire parce que je pourrais, à partir du moment où j'ai un titre foncier parcellaire, selon les principes précédemment énoncés, vendre chaque lot. Et cela rend beaucoup plus aisée la vente lorsque cet éclatement a eu lieu. Je répète que si on demeure dans l'indivision, on est dans une situation alambiquée. Alors après, qui est propriétaire des lots ? On peut rester propriétaire exclusivement des lots en tant que personne physique et les vendre. Mais on peut aussi apporter ces lots à une société dont la mission sera de commercialiser les lots. Alors là, vous passez vers, quand vous dites société, une personne morale. Oui, une société personne morale, parce qu'il existe une variété de personnes morales, c'est simplement une variante. C'est-à-dire qu'une personne physique, dans notre exemple, peut apporter, et on appelle ça juridiquement un apport en nature, à la société qu'il constitue, les biens immobiliers. Et ce ne sera plus lui qui sera sur le titre foncier ou les titres fonciers parcellaires, mais ce sera la société qui détiendra chaque lot et qui pourra les commercialiser un à un. Dans ces cas-là, on peut choisir cette hypothèse. L'avantage des sociétés de ce type, si elles sont commerciales, c'est que leur responsabilité est limitée. SARL, SA, elles sont limitées aux apports et au patrimoine de la société. Et il y a une scission très nette entre le patrimoine de l'individu qui est associé et la société en elle-même. Alors que si on s'endette, lorsqu'on est propriétaire en tant que personne physique, un créancier peut toujours venir vous voir. Mais le critère qu'on va optimiser, c'est celui sur lequel on met l'accent. Si le but, c'est de commercialiser, on peut commercialiser en personne physique ou en personne morale. Si le but, c'est de transmettre son patrimoine, on peut très bien, effectivement, aussi constituer une société. De sorte que on va par exemple avoir un dirigeant de société. Alors pour une SARL, ce sera un gérant. Pour une société civile immobilière, ce sera un administrateur qui prendra les décisions courantes pendant que des parts sociales auront été attribuées à l'ensemble de la famille. Ce qui fait que pour les décisions courantes, le seul dirigeant décide. Et pour les décisions essentielles lors des assemblées générales, ce sont les associés qui peuvent décider. Dans une indivision, les problématiques sont plus lourdes. Parce que quand on est dans une indivision, il y a des règles de majorité très strictes, 3/4 des indivisaires pour les décisions d'administration courante, ce qui fait que s'il n'y a pas de mandat et si on n'est pas présent, on ne peut pas prendre de décision. Et pour tout acte essentiel, c'est la totalité, l'unanimité. D'accord. Après, est-ce que pour un individu qui aimerait construire pour son propre compte, Oui. Ne serait-il pas aberrant qu'il crée une entreprise qu'il devra refermer après ? Parce qu'après, le but n'est pas d'en faire un métier. Il le construit pour lui-même. Et donc, peut-on dire que pour la construction pour soi-même, la forme juridique la plus logique est celle de la personne physique, où il y a quand même des avantages à passer par une personne morale, même quand on construit pour soi ? En fait, c'est qu'on ne sera pas soumis nécessairement à la même fiscalité. C'est-à-dire qu'on peut choisir de constituer une société et cette société sera soumise à un impôt sur les sociétés. Donc le choix de la forme de la société peut avoir des incidences fiscales. On sait que le barème de l'impôt sur les sociétés est plus avantageux pour quelqu'un qui a des revenus importants que celui de l'impôt sur le revenu. Donc ça peut être un choix fiscal. Je répète que normalement, lorsqu'on opte pour une société commerciale, on fait le choix de l'IS, qui a une société un peu particulière qui est la société civile immobilière, où là, on peut opter pour l'IS, mais que si on n'opte pour rien, c'est l'IR. Et je rappelle que la société civile immobilière, qui est dans une situation un peu alambiquée, est une personne morale, mais elle peut être transparente du point de vue fiscal, ce qui signifie que pour l'administration fiscale, elle ne connaît pas la société, mais elle connaît les associés. Et dans ces cas-là, la personne est redevable, je parle de l'associé, au titre de l'IR. Ces aménagements fiscaux, ils peuvent conditionner plusieurs choix. C'est l'aménagement fiscal. L'aménagement juridique, c'est le fait pour un dirigeant d'une société, un simple gérant ou un simple administrateur ou un PDG dans une autre structure, d'avoir des pouvoirs considérables de gestion courante sans avoir constamment à demander l'avis des autres. Or, si vous êtes personne physique, vous n'avez d'avis à demander qu'à vous-même, vous êtes assujetti à une dimension fiscale, mais si vous avez des inconvénients, vous êtes redevable sur l'ensemble de votre patrimoine. Alors qu'en constituant une société distincte, c'est cette société qui deviendra débitrice des créanciers éventuels. Mais je répète... Non, mais là, la question de l'IR ne se pose pas. Je construis pour moi, pas pour revendre. Dans ces cas-là, je ne vois pas l'utilité nécessairement d'aménager fiscalement une forme de société. Mais je peux très bien, si c'est pour
moi et mes proches, à terme, transmettre mon patrimoine par des cessions de parts. À travers une D'accord. société, Oui. personne morale. Personne morale. Et sous Mais quelle forme juridique? en fait, là encore, on pourrait suggérer la société civile immobilière si on voulait une fluidité, c'est-à-dire qu'avec la société civile immobilière, c'est relativement souple, on n'est pas obligé d'opter pour l'impôt sur les sociétés, le formalisme est relativement restreint, c'est une société fermée parce que justement, normalement, quand on veut céder à quelqu'un qui n'est pas un associé originel, il faut l'accord de tous, sauf statut, mais les statuts ont une grande latitude, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses, mais c'est surtout qu'on confie à une personne la direction de cette société. Et elle peut prendre une série de décisions qu'elle ne pourrait pas prendre avec la même marge si elle était en indivision. Parce que dans l'indivision, elle aurait constamment besoin de l'accord de tous. Et elle peut, dès son vivant, transmettre par les parts le patrimoine aux associés qui voteront sur les décisions générales. On peut même dissocier l'usufruit et la nue propriété des parts. Donc, c'est des aménagements un peu compliqués, mais il faudrait effectivement, par rapport à un cas donné, voir tous les aspects pour opter pour telle ou telle solution. Maintenant, j'avertis l'ensemble des gens qui veulent acquérir sous forme de société. Et c'est un avertissement que je donne. C'est un facteur de complexité parce que qu'il faut prendre en considération, parce qu'au niveau des conservations foncières, alors que lorsqu'on acquiert en personne physique, une pièce d'identité suffit, lorsqu'on acquiert sous forme de personne morale, il faut constituer un dossier autonome du titre foncier, qui est un dossier spécial. Et les mises à jour de dossiers spéciaux sont parfois compliquées. Ces mises à jour qui font que s'il n'y a pas mise à jour, la société ne peut pas agir et qu'elle est bloquée. Et aujourd'hui, nous constatons que les conservations foncières exige qu'il y ait une opération sur le titre foncier directement pour mettre à jour le dossier spécial. Ce qui fait qu'au moment de l'opération, les dossiers ne sont pas nécessairement à jour, qu'il y a un temps d'ajustement et que ça peut compliquer un fonctionnement. Ça, c'est pour l'ensemble des sociétés. J'attire votre attention sur un autre point. Lorsque la société est commerciale, elle est obligatoirement immatriculée au registre de commerce. Et il est relativement aisé pour un conservateur, dès lors qu'on lui fournit des copies conformes des pièces déposées au tribunal de commerce, de s'assurer de la traçabilité de l'opération. Il existe une autre forme de société qui n'est pas immatriculée au registre de commerce. On a parlé de la création d'un registre au niveau de tribunal d'instance, mais il est embryonnaire. Les sociétés civiles, finalement, lorsqu'il y a une perte de documents physiques, car on n'a pas encore eu une digitalisation complète des pièces, ça rend très compliqué le fonctionnement au niveau de la conservation foncière. Donc il faut toujours intégrer ce paramétrage qui est qu'il y a des facteurs de complexité administratifs qui peuvent faire qu'on reste encore en personne physique, sauf s'il y a un intérêt essentiel à passer en personne morale. Alors, je voudrais revenir à la question que j'ai posée initialement. Quelqu'un qui souhaite valoriser son terrain, et construire un immeuble avec des appartements et se lancer dans une activité qui est aujourd'hui en vogue au Maroc, qui est l'investissement locatif. A-t-il intérêt à le faire? J'ai bien cru comprendre qu'en personne physique, c'était moins compliqué qu'en personne morale pour des raisons, entre autres, administratives et surtout de mise à jour de dossiers spéciaux, etc., qui peuvent rendre les choses plus compliquées. Aujourd'hui, quelqu'un qui édifie un immeuble avec plusieurs lots, plusieurs appartements, et où il y aura un flux, il y aura des locations pendant toute l'année et qui va générer des revenus. Est-ce qu'il a intérêt à être soumis à l'IR ou à l'IS? Non, mais on sait que les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Et donc l'IS... Mais il n'y a pas que le taux d'imposition dans la question. En tout cas, lorsqu'on constitue une société, et je n'incite pas les gens à ne pas la constituer, c'est-à-dire que dès lors que c'est une activité, il y a une vraie souplesse dans le fonctionnement d'une société constituée. Parce qu'une fois qu'on l'a constituée, il y a des décisions qui peuvent être prises sans avoir à consulter tout le monde. Alors dans l'hypothèse qui était envisagée, une personne physique, si elle commercialise ou qu'elle perçoit des loyers, elle sera redevable. Si elle est la seule propriétaire, la question dès lors, c'est est-ce qu'elle va pouvoir louer en toute tranquillité? Est-ce qu'il y a des titres fonciers parcellaires? Et là, c'est plus les titres fonciers parcellaires et la situation administrative qui va conditionner le choix. Mais oui, on est sur... Écoute, on est sur un lot de terrain. Il y a un titre mère qui fera l'objet ensuite d'un éclatement avec des titres parcellaires pour chaque appartement. Donc, on est vraiment sur un cas basique. Ce n'est pas une réquisition, c'est vrai, un titre foncier
petite mer, il va édifier des constructions. Les constructions vont donner lieu à des appartements qui chacun aura son titre foncier. À partir de ce moment-là, il en fait une opération commerciale ou économique, c'est-à-dire il veut avoir une rentabilité. Alors, je sais bien que en personne morale, c'est-à-dire en société, on peut aussi déduire les charges. Tout à fait, la TVA notamment. Absolument. La TVA, les charges. S'il fait des travaux, s'il repeint, personnel de ménage. ce qui n'est peut-être pas le cas quand on est en Oui, personne il y a physique. plus. Et ça, c'est une importance de taille, parce que la maintenance d'une résidence qui est louée entièrement Airbnb, pour maintenir les standards de qualité, il faut chaque année débourser. Oui, c'est pour ça que dans ces conditions, on peut opter pour la forme sociétaire. Et je répète que qui dit société dit normalement 2 associés, mais que rien n'interdit, lorsqu'on opte pour la SARL, d'en faire une SARL à associé unique. Donc la question dans ces conditions, c'est pas nécessairement besoin de 2 ou de 3. On apporte à la société ce patrimoine immobilier et c'est la société qui sera bailleresse et elle aura des locataires. Et dans ces cas-là, ça transitera par la comptabilité de la société. Et je répète, comme on a cette forme de société SARL à associé unique, un seul propriétaire peut tout loger dans la société. Alors que pour d'autres formes de société, comme la société civile ou d'autres formes de société, il ne faut jamais oublier qu'il y a des minimums et que donc ça concerne une pluralité de propriétaires. Par exemple, 2 propriétaires pour une SCI, 2 propriétaires pour une SARL tout court et 5 actionnaires pour une société anonyme. Je reprends juste un mot pour rebondir dessus. Quand vous dites ramener le bien et le mettre dans une personne morale, est-ce que ça suppose une mutation? Oui. Et donc, ça occasionne des frais. En fait, les droits d'enregistrement, maintenant, sont exonérés pour ce type d'apport, mais il peut y avoir un volet fiscal sur la plus-value. Donc, la question, elle est la suivante. C'est effectivement qu'il y a un transfert de propriété. Et ce transfert de propriété, c'est transférer la propriété de l'apporteur à la société. Parce qu'au niveau de la conservation foncière... C'est considéré comme une vente? Alors, en fait... L'apport est traité différemment en matière d'enregistrement. L'apport en nature, surtout qu'on a une législation favorable, est à 0%. D'accord. Mais il n'empêche qu'il y a un transfert de propriété qui intervient de la personne apporteuse à la société à laquelle le bien est apporté. Oui. Et dans ces cas-là, on peut effectivement constater cela parce que ça aura des implications au niveau des frais de conservation foncière. Là, l'inscription sur le titre foncier, c'est un 5. Et même si c'est le même nom, c'est-à-dire moi, Amine, j'ai un bien, je l'apporte dans une société qui est détenue par Amine. C'est Amine qui donne à Amine. Peu importe. Non, parce qu'il y a un transfert de propriété. Entreprise détenue par Amine. Oui, mais parce qu'en fait, quand une société... la personne morale, c'est le fondement même. Parce qu'elle est détachée de la personne. Alors en fait, c'est l'idée. C'est l'idée que lorsque on constitue une personne morale, quand on donne naissance à une personne morale, elle a une existence autonome. D'accord. Et de ce fait, c'est pour cela qu'il faut lui donner une existence juridique. Alors, je répète, la faire immatriculer au registre de commerce si c'est une société commerciale. Lui donner un dossier spécial au niveau de la conservation foncière, parce que tous les actes qu'accomplira la société devront être en conformité avec les statuts de cette société. Et de ce fait, cette société sera la seule habilitée. Même s'il n'y a qu'un seul associé, il y a bien un transfert de propriété d'une personne physique à une personne morale. Alors, dans le cas où le projet est clairement à visée locative, par exemple l'immeuble où tous les appartements vont être loués toute l'année, Airbnb ou un autre format, ne serait-il pas des fois intéressant pour l'initiateur du projet de garder son bien dans une forme d'indivision plutôt que d'éclater les titres, dans la perspective d'en faire une forme de micro-OPCI. Ce qui offrira une certaine flexibilité parce qu'il pourra introduire de micro-investisseurs, ça permettra de lever des fonds. Alors déjà, moi je parle parle des de concept. Davantage que d'appartements. Mais le problème de l'indivision, c'est qu'elle n'est pas... elle ne fournit pas la même latitude que la propriété, ou du moins la copropriété. L'indivision, la personne qui loue, n'est pas propriétaire d'un appartement. Elle est propriétaire de tout l'immeuble. Comme le PCI. Oui, mais là, en l'occurrence, le statut juridique au niveau de la conservation foncière, c'est « je suis propriétaire en indivision ». Et oui. Du point de vue du locataire, à moins qu'il y ait une convention d'usage et de jouissance qui attribue de manière
privative, pas privative, qui attribue en termes de jouissance à l'un des indivisaires cet appartement, il doit un loyer à la collectivité des indivisaires. Donc, de ce point de vue-là, c'est beaucoup moins souple. Parce que soit tous les indivisaires sont d'accord, et dans ces cas-là, on peut conclure un bail au nom de l'indivision, mais on ne peut pas conclure un bail au nom d'un seul indivisaire sur un appartement, puisque cet appartement appartient à tous. Sauf s'il y a une convention qui prévoyait que cet indivisaire a l'usage exclusif. Mais c'est beaucoup moins rassurant aussi pour le locataire. Alors, à partir de là, s'il y a des mandats qui ont été donnés, l'ensemble des indivisaires peuvent donner mandat à l'un d'eux pour signer le contrat. Mais je répète, encore faut-il que le mandat soit toujours valable, il peut être retiré à tout moment, mais le fonctionnement de l'indivision, c'est un fonctionnement qui nécessite l'agrément de quasiment tous. Alors pour les actes d'administration, certains baux à long terme sont considérés par certains comme des actes de disposition et les baux courts sont considérés comme des actes d'administration. Mais je rappelle que les actes d'administration, c'est 75% de l'indivision. Favorable. Et que les actes de disposition, c'est 100%. À partir du moment où je suis gérant d'une société et que j'ai des pouvoirs réguliers, je peux donner à bail tous les locaux. Tous les locaux. Et cela sans avoir constamment à demander l'avis du tour de table des associés. Parce que les statuts me confèrent ce pouvoir. Donc évidemment que c'est plus souple. Je voudrais peut-être finir par une question qui est quand même importante, qui est celle du financement. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans un projet, tout le monde ne le fait pas avec ses fonds propres. Certains ont recours à un financement, à un crédit. Est-ce que c'est plus, je dirais, plus aisé de lever des fonds quand on souhaite développer un projet en personne physique ou en personne morale via une société? Alors en fait, là encore, il faut rentrer dans la logique d'un banquier. Un banquier, lorsqu'il prête de l'argent, il veut être remboursé. Veut bien évidemment être remboursé sans passer par l'extrémité qui est la saisie. Il doit donc s'interroger sur la capacité à rembourser et donc les revenus générés. Lorsqu'il a en face de lui une personne physique, il sait qu'il a une action sur le bien immobilier s'il a pris une hypothèque et il sait qu'il a aussi une action sur l'ensemble du patrimoine de la personne si cette personne ne vient pas à payer. Quand il y a une société, surtout si la société est à responsabilité limitée, eh bien, il n'a pas la faculté d'obtenir plus de remboursement que ce que la société pourra payer si elle fait faillite. Pourquoi il peut pas prendre d'hypothèque sur le bien s'il appartient à la société? Il prend une hypothèque. Bon, ben déjà, il a une hypothèque. Oui, mais en règle générale, le banquier n'aime pas faire jouer cela. Bien sûr. L'hypothèque, c'est d'une certaine manière, quand il y a la saisie, l'échec. Il préfère avoir des moyens de pression sur son débiteur pour qu'il le rembourse. Or, son débiteur, s'il n'est pas solvable, le bien est toujours saisissable, mais il ne peut pas réclamer à l'associé ou au gérant de la société, si elle est à responsabilité limitée, qu'il rembourse sur ses fonds propres, sauf si cet associé ou ce gérant ou les deux se sont portés caution personnelle. Et souvent, lorsque des sociétés ont recours à des emprunts importants et que le capital ne l'est pas tant que ça, les banques ont pris l'habitude de prendre des garanties multiples. À la fois une hypothèque, à la fois un cautionnement personnel du dirigeant quand celui-ci a un rôle essentiel ou l'associé principal, et parfois même un nantissement sur le fonds de commerce. Donc, résultat, ils garantissent au mieux leurs créances. Mais la question est la suivante. Si nous sommes plusieurs et que nous avons des capacités contributives importantes, le fait de faire des apports peut être un formidable levier par rapport à un banquier, parce qu'on va avoir un capital qui l'attire. Mais lorsque je suis tout seul, la société ne va pas me rendre plus riche. Pire, elle va au contraire me protéger et épouvanter mon banquier. Dans ces cas-là, on va me demander un cautionnement personnel. Mais l'idée, effectivement, d'avoir un levier, c'est quand les associés ou les actionnaires ont une capacité de financement multiple. J'ajoute que beaucoup de promoteurs, lorsqu'ils commercialisent un projet, ont pris l'habitude de créer une société dédiée à cet effet, avec un capital souvent résiduel. Et ils donnent en garantie hypothécaire, quand ils ont besoin de fonds, le bien qui va être commercialisé. Exact. Mais même eux multiplient les structures sociétaires pour que justement, même la société mère ne soit pas embêtée en cas de défaillance. Pour créer une étanchéité entre la société mère et les sociétés. C'est ça. Jad Abou Ashbah, je rappelle que vous êtes notaire à Casablanca. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages. Merci à vous. Et on espère vous revoir très prochainement.
Avec plaisir. Amine. Merci, Amine. Il Merci. est encore emballé par le débat. Merci. Là. Oui, j'avais Faut encore 15 minutes pour pour redescendre. redescendre. Voilà. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode.